Je ne m'attendais pas à ce qu'elle se lève. Elle était dans ce fauteuil depuis ses 3 ans. Ou du moins, c'est ce qu'il disait. Qu'elle ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas parler. Que son nom était Sophie Whitmore, et qu'elle était, comme il disait, spéciale, de naissance. Mais 10 minutes après leur départ, après que la porte d'entrée du manoir Whitmore se fut refermée derrière eux, après que les échos des roulettes de leurs bagages de marque se furent estompés sur le marbre, j'ai entendu le plus doux des bruits derrière moi dans la cuisine. J'ai pensé que c'était peut-être le vent, un craquement, quelque chose sans importance. Mais quand je me suis retourné, Sophie se tenait dans l'embrasure de la porte, pieds nus, titubant légèrement. Une main était appuyée sur le cadre, ses jambes tremblaient juste assez pour montrer qu'elle n'avait pas fait cela depuis longtemps. Mais elle était debout, à me regarder. Ses cheveux bruns tombaient en mèches calmes autour de ses joues. Ses yeux profonds, vifs, intelligents croisèrent les miens pour la toute première fois, non pas comme une patiente, mais comme une personne. Et puis elle l'a dit. 7 mots. Ni chuchoté, ni forcé, simplement dit. Ils veulent mes 4 millions de dollars. S'il vous plaît, aidez-moi. J'ai laissé tomber la cuillère en bois que je tenais. Elle a cliqueté contre la plaque de cuisson, faisant un bruit plus fort qu'elle n'aurait dû. L'air a changé. Je me souviens avoir pensé, ça ne peut pas être sa voix. Elle n'a jamais parlé. Elle ne parle pas. Elle n'est pas censée parler. Mais elle se tenait là, cette fillette de 8 ans qu'on m'avait décrite comme atteinte de troubles neurologiques, muette et alitée. Et elle me regardait, non pas avec peur, mais avec le genre de supplique de quelqu'un qui sait exactement ce qui est en jeu. À ce moment-là, j'ai oublié les pâtes qui bouillaient sur le feu. J'ai oublié le classeur stérile rempli de routines de soins horaires. J'ai oublié les instructions sèches des Whitmore, données avec des sourires parfaits et des yeux plus froids. Tout ce que je voyais, c'était une enfant à qui l'on avait dit de se taire, et tout ce que j'entendais, c'était ces 7 mots, résonnant plus fort que tout ce qui avait jamais été dit dans cette maison. 3 jours plus tôt, j'étais à la maison en train de plier le linge, écoutant le faible bourdonnement du sèche-linge et le tic-tac de l'horloge au-dessus de l'évier quand mon téléphone a sonné. C'était Vivien Whitmore, ma belle-mère. Vivien n'appelait jamais pour bavarder. Sa voix, comme toujours, était mesurée et agréable, le genre de politesse qui vous donnait l'impression d'être manipulé, et non pas qu'on vous parlait. Elle a dit qu'il partait pour Hawaï, des vacances en famille, pour 2 semaines. Tous, son mari Charles, leur fille Brooke, leur fils Andrew, et même mon mari, Daniel. Et qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour rester avec Sophie. Ce n'était pas une demande, mais une information. Rachel, ma chérie, nous nous sommes séparés des infirmières habituelles de Sophie. Elles ont été si peu fiables, et il n'est tout simplement pas juste d'attendre de Brooke qu'elle reste. Tu es le choix parfait. Daniel est d'accord. Je me tenais dans ma cuisine, un torchon dans une main, essayant de comprendre ce qu'elle venait de dire. Sophie était la fille de Brooke, pas la mienne. Je n'avais aucune formation pour les soins spécialisés. J'étais enseignante, pas infirmière, mais cela ne semblait pas avoir d'importance. Je me souviens avoir demandé à voix basse, « Et mon travail ?» Le ton de Vivien s'est éclairci comme si j'avais posé une question sur la météo. Ma chérie, ce sont les vacances de printemps la semaine prochaine, n'est-ce pas? Et Charles a déjà parlé au directeur de l'académie. Il couvrira la 2e semaine comme une faveur personnelle. Tu ne perdras pas un seul jour de salaire. Tout est arrangé. Arrangé? Comme si j'étais une pièce sur un échiquier. Ce soir-là, j'ai confronté Daniel. Il se tenait dans le couloir, la valise à moitié faite, l'air penaud. Il était toujours gentil, toujours aimant. Mais quand il s'agissait de sa famille, il se pliait comme du papier de soie sous la pluie. Chérie, je sais que c'est soudain, mais ils ont vraiment besoin de nous. Tu seras dans la suite d'invités. C'est pratiquement un mini-appartement. Je serai de retour avant que tu ne t'en rendes compte. Je lui ai demandé s'il pensait que c'était juste. Il m'a regardé avec ce demi-sourire, celui qui essayait de calmer sans rien arranger. Ce n'est que pour 2 semaines. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé dans le manoir Whitmore, un domaine grandiose et résonnant, bâti sur de l'argent ancien et des secrets plus anciens encore. Debout dans une pièce qui sentait le désinfectant et l'huile de citron, recevant un classeur des mains de Brooke, la propre mère de la fillette, qui regardait à peine son enfant tout en fermant la fermeture éclair d'une valise de créateur. Suivez simplement la routine. Médicaments 3 fois par jour, des milkshakes mixés, aucune dose manquée,
dit-elle en faisant glisser ses longs ongles manucurés sur l'emploi du temps imprimé. Si vous en sautez une, elle devient difficile. Difficile comment, ai-je demandé. Brooke a haussé les épaules. C'est comme ça. La dernière chose qu'elle a dite avant de partir est restée dans mon esprit pendant des jours. De toute façon, c'est surtout pour les apparences. Puis est venu Charles, sévère, aux cheveux d'argent, et dégageant toujours le genre de pouvoir qui faisait que les gens reculaient sans savoir pourquoi. Nous vous confions notre petite fille, Rachel. Ne nous décevez pas. Et d'un coup, ils étaient partis. Les bagages roulaient dehors, les voitures s'éloignant. Pas d'au revoir pour Sophie. Pas de signe de la main. Pas même un contact visuel. Juste moi, seul dans leur immense maison froide. Et une petite fille dans un fauteuil roulant qui regardait par la fenêtre comme si elle savait déjà tout ce que j'ignorais. Après leur départ, j'ai roulé Sophie dans le salon comme le suggérait le classeur. Son fauteuil était un modèle médical haut de gamme avec un rembourrage sur mesure et des sangles qui n'avaient pas été bouclées. Elle ne bougeait pas, ne parlait pas. Elle n'a pas regardé la télévision que j'ai allumée. Elle fixait simplement droit devant elle, le visage vide, illisible. Pourtant, je lui ai parlé. Peut-être par habitude, par instinct d'enseignante, ou simplement par solitude. Je lui ai dit que je serais dans la cuisine à préparer le dîner, que je serais tout prêt, que j'avais fait des pâtes. Cela semblait ridicule au début, comme si je parlais au mur. Mais ne pas lui parler me paraissait pire, comme si je devenais partie intégrante du silence que tous les autres avaient construit autour d'elle. La cuisine était lumineuse, astiquée au point d'en être stérile. De l'acier inoxydable, des comptoirs en pierre, rien de personnel, rien de chaleureux. J'ai mis les pâtes à bouillir, puis j'ai ouvert le réfrigérateur pour prendre le milkshake nutritif de Sophie. Les récipients étaient alignés, étiquetés par jour et par heure, ainsi que les petits flacons de médicaments écrasés sur lesquels Brooke avait insisté. J'ai hésité, pas encore par méfiance, mais parce que j'étais dépassé. Il me semblait mal de m'occuper d'une enfant que je connaissais à peine dans une maison qui ne semblait pas réelle. Pourtant, j'ai suivi les instructions, préparant son milkshake, mesurant les pilules, me rappelant qu'il ne s'agissait pas de confiance. C'était une question de routine. Puis je l'ai senti. Cette sensation faible, instinctive comme si quelqu'un m'observait. Je me suis retourné, et c'est là que je l'ai vue, debout. Pas de fauteuil, pas de sangle, pas de regard vide. Sophie. Ses genoux étaient légèrement fléchis. Un bras touchait le cadre de la porte, la stabilisant. Elle semblait incertaine, mais pas incapable. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait en respiration courte et rapide, et ses yeux. Mon Dieu, ses yeux ont croisé les miens et ne se sont pas détournés. Je me suis figé. Sophie, ai-je murmuré, et puis elle a parlé. Sa voix était douce, un peu rauque, mais indubitablement claire. Ils veulent mes 4 millions de dollars. S'il vous plaît, aidez-moi. La pièce est devenue silencieuse. Même l'eau sur le feu semblait avoir cessé de bouillonner. Je la fixais. Ses lèvres avaient bougé. Ses mots avaient un sens. Elle n'hallucinait pas. Je n'hallucinais pas. Sophie, tu peux parler, dis-je, à peine plus fort qu'un souffle. Elle a hoché la tête. Puis elle a regardé par-dessus son épaule comme si elle craignait que quelqu'un d'autre puisse écouter et a ajouté, mais vous ne devez pas leur dire. S'ils savent que je vous l'ai dit, ils me feront encore du mal. Je me suis approché d'elle lentement, ne voulant pas l'effrayer, ne sachant pas ce que je voyais. Mon esprit tournait à toute vitesse, une moitié insistant pour que j'appelle les urgences, l'autre me chuchotant que je savais déjà que ce n'était pas un délire. Sophie a fait un pas chancelant en avant, puis un autre. Ses jambes n'étaient pas fortes, mais elles fonctionnaient. Ses doigts s'agrippaient à la moulure le long du mur tandis qu'elle se guidait vers la chaise la plus proche. Je l'ai tirée doucement, la laissant s'asseoir sans rien dire de plus. Elle paraissait petite dans la chaise de cuisine surdimensionnée, les pieds ballants, les mains jointes sur ses genoux, de nouveau silencieuse maintenant, m'observant. Peux-tu me dire ce qui se passe? Ai-je demandé doucement. Elle a hésité, puis a hoché la tête. Quand mon autre mamie et mon autre papy sont morts, ils m'ont laissé de l'argent. 4 millions de dollars. Maman n'a pas aimé ça. Elle a commencé à me donner des médicaments, ça me rendait somnolente, faible. Sa voix a vacillé, mais ses yeux sont restés clairs. Elle ne récitait pas quelque chose, elle se souvenait. Quand je ne les prenais pas, elle me pinçait,
m'enfermait dans le placard. Ils m'ont tous dit de faire semblant. Que si je parlais ou bougeais quand il y avait des gens, je serais emmené pour toujours. Que personne ne me croirait de toute façon. Je ne pouvais pas parler. J'ai essayé de le dire à une infirmière une fois, a-t-elle continué. Elle est partie après ça. Ils ont dit qu'elle avait déménagé, mais je crois qu'elle a vu quelque chose. Elle a sorti quelque chose de sous sa chemise, un petit carnet à spirale. Sa couverture était souple. Elle l'a ouvert sur la table entre nous. À l'intérieur se trouvaient des pages de notes soigneusement écrites, des phrases courtes, des dates, des noms, des fragments de conversations surprises. J'ai parcouru une note, maman a dit qu'elle sera déclarée incapable. De cette façon, c'est elle qui garde la fiducie. Une autre, papy a dit à maman, le juge Wilson me doit une faveur. On arrangera les papiers. J'ai eu froid dans tout le corps. Comment as-tu appris à écrire comme ça, ai-je demandé. J'ai appris toute seule. Il ne pensait pas que j'apprenais, mais j'écoutais. Je regardais les papiers dans le bureau de maman quand elle n'était pas là. Je copiais les mots. J'avais le temps. J'ai regardé cet enfant, cette petite fille qu'on avait présumée inaccessible, et j'ai vu quelqu'un qui avait été éveillé tout ce temps, observant, survivant. J'ai pris un des flacons de pilules sur le comptoir et j'ai lu l'étiquette. Le dosage était élevé, trop élevé pour une enfant de 8 ans, sauf dans des conditions extrêmes. Et pourtant, personne ne l'avait jamais remis en question. Pas de dossier scolaire, pas de médecins indépendants, pas de deuxièmes avis, juste la parole d'une famille riche. J'ai eu la nausée. Sophie a levé les yeux. J'ai attendu jusqu'à maintenant parce qu'il ne me laisse jamais avec une seule personne. Toujours des infirmières. Mais vous m'avez parlé comme si j'étais réel. Sa voix s'est brisée à la fin. À ce moment-là, j'ai vu le poids qu'elle avait porté. Pas seulement les drogues ou le silence, mais l'effort pur de prétendre être invisible. Et maintenant, elle avait choisi de me parler. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté éveillé dans la suite d'invités, écoutant les respirations douces et mesurées de Sophie dans la chambre d'à accent grave côté. Elle était en sécurité, pour l'instant. Elle avait dîné sans les médicaments. Elle avait souri faiblement pendant que je lui montrais comment battre un jeu de cartes. Elle avait même demandé doucement si elle pouvait aider à mettre la table, mais mon esprit ne trouvait pas le repos. Je n'arrêtais pas de penser à ce carnet, aux notes, à la façon dont ses petites mains avaient tourné chaque page comme si elle avait attendu des années que quelqu'un le voie. Le lendemain matin, je me tenais devant l'évier de la cuisine, tenant le flacon de ses médicaments du matin. Je l'ai ouvert. Les pilules ont cliqueté contre le rebord en verre. Je suis resté là pendant une minute entière, peut-être plus. Si je les lui donnais, je jouerais mon rôle dans ce qu'elle prétendait être de la maltraitance. Mais si elle en avait besoin? Et si cette soudaine lucidité était la crise? Et si je me trompais? Et puis je me suis souvenu de ce qu'elle avait dit la veille. Pas les mots, mais la façon dont elle m'avait regardé en les disant. J'ai vidé les pilules dans l'évier et j'ai allumé le broyeur. Quand Sophie est descendue, marchant lentement mais avec assurance, je lui ai tendu le milkshake nutritif sans les sédatifs écrasés. Elle l'a bu, puis m'a regardé attentivement. Pas de médicaments aujourd'hui? J'ai secoué la tête. Pas à moins que tu en aies besoin. Elle n'a rien dit, mais le soulagement dans ses épaules en disait long. En milieu de journée, elle était plus vive, plus concentrée, ses mains plus stables. Son élocution, autrefois légèrement pâteuse, était plus claire. Elle m'a raconté des blagues, de petites blagues silencieuses qu'elle avait inventées dans sa tête. Elle m'a battu à la pêche. Dans l'après-midi, elle m'a pris la main et m'a conduite dans le couloir. Maman garde des papiers importants dans son bureau, a-t-elle dit. Le bureau n'était que meuble de créateur et étagère peu profonde, mis en scène pour l'apparence, pas pour l'utilité. Mais derrière une orchidée en pot, exactement comme Sophie me l'avait dit, il y avait une minuscule clé en laiton. Le classeur s'est ouvert à la deuxième tentative. À l'intérieur, documents de fiducie, relevés bancaires, lettres de rendez-vous, ordonnances. Je me suis assise par terre et j'ai commencé à sortir dossier après dossier. Sophie s'est assise à côté de moi, en tailleur, son carnet à la main. Elle montrait des noms, des phrases. Certains correspondaient aux notes de son journal. D'autres étaient nouveaux. Une enveloppe était marquée « Privé ». Ne pas copier. À l'intérieur se trouvaient des rapports pédiatriques précoces, des dossiers datant d'avant l'âge de 3 ans.
Il montrait un enfant en bonne santé, marchant, parlant, se développant normalement. Puis venait une chute brutale, des notes citant une régression soudaine, des problèmes neurologiques, une sédation nécessaire pour la sécurité. Toutes datées des mois suivant l'accident de voiture mortel de ses autres grands-parents. C'est à ce moment-là que maman a eu l'argent, a dit Sophie. Je l'ai regardée, ne sachant pas comment elle pouvait même comprendre tout cela. Je ne sais pas tout, a-t-elle ajouté, mais je me souviens. Je me souviens d'avoir pu parler. Je me souviens d'avoir couru dans le jardin. Elle a fait une pause. Et je me souviens du moment où tout s'est arrêté. Il manquait encore une pièce, un autre dossier que je n'avais pas encore trouvé. Une confirmation de ce qu'ils essayaient de faire ensuite. Mais même sans cela, le schéma se dessinait. Ce n'était pas un malentendu. C'était un système, une illusion soigneusement construite. Et la maison, le manoir Whitmore immaculé et parfait, ne cachait pas de la poussière dans ses recoins. Elle cachait un crime. Il était un peu plus de 3 heures du matin quand je me suis réveillé au son de la porte d'entrée. Pas un coup frappé, pas le carillon de la sonnette, juste le clic lourd de la serrure et le doux grincement du bois contre le sol en marbre. Au début, j'ai cru que je rêvais, mais j'ai ensuite entendu des voix étouffées mais familières. La cadence vive de Vivien, le soupir impatient de Brooke, le baryton lent et régulier qui ne pouvait être que celui de Charles. Ils étaient rentrés. Ils n'étaient pas censés rentrer avant 12 heures. Je me suis assise, le cœur battant à tout rompre. Mes yeux ont balayé la pièce sombre à la recherche de mon téléphone, de mes chaussures, d'une idée de ce qu'il fallait faire. Puis j'ai pensé à Sophie. Je me suis précipité dans le couloir, pieds nus sur le carrelage poli, et j'ai poussé la porte de sa chambre. Elle était déjà réveillée, assise, les couvertures remontées jusqu'à sa poitrine. Ils sont de retour, a-t-elle chuchoté. Je sais. Parfois, ils rentrent plus tôt, a-t-elle ajouté, la voix tremblante. Pour vérifier. Pour s'assurer que j'ai été sage. La peur dans sa voix était différente maintenant, pas la peur générale d'une enfant prise dans quelque chose de trop grand. C'était la peur de quelqu'un qui savait ce qui se passait quand on ne jouait pas le rôle qu'ils avaient écrit pour vous. On s'en tient au plan, lui ai-je dit. Une nuit, juste une nuit de plus. Nous avons agi rapidement. Sophie est retournée dans son lit médicalisé. Je l'ai aidé à arranger les couvertures, j'ai détendu ses membres pour qu'ils paraissent flasques, et je lui ai tendu le lapin en peluche qu'elle n'avait pas touché depuis des jours. Elle s'est allongée, immobile. Je me suis relevé juste à temps pour entendre les pas de Brooke dans le couloir. Elle est apparue dans l'embrasure de la porte, encore en vêtements de voyage, les cheveux tirés en une queue de cheval lisse, les yeux balayant déjà la pièce. « Qu'est-ce que vous faites ici » a-t-elle demandé. J'ai entendu un bruit. Je suis venu voir comment elle allait, ai-je répondu calmement. Vous êtes rentré plus tôt. Brooke n'a pas souri. Les réunions de papa se sont terminées plus tôt que prévu. Elle est passée devant moi et s'est penchée sur le lit de Sophie. Les médicaments, a-t-elle demandé sans se retourner. Comme prescrit. Le registre est dans la cuisine. Brooke a fixé Sophie, cherchant des signes, la moindre fissure dans la comédie. Mais Sophie n'a pas scié. N'a pas bougé. Quand Brooke a finalement quitté la pièce, j'ai posé une main sur le bras de Sophie et l'ai serré doucement. Tu as été parfaite. Mais dans ma poitrine, ma respiration était courte, car la seule chose que je n'avais pas prévue, c'était qu'ils reviennent tous ensemble. Toute la famille Whitmore s'était rassemblée en bas comme s'il s'agissait d'une réunion du conseil d'administration. Charles était assis droit dans son fauteuil préféré, un bourbon déjà à la main. Vivien était à côté de lui, les jambes croisées, les doigts parfaitement immobiles. Andrew se tenait près de la cheminée, les bras croisés, la mâchoire serrée. Et Daniel, mon mari, se tenait près du fond de la pièce, ne sachant s'il devait s'approcher ou s'éloigner. Je suis entré la dernière. J'espère que tout a été satisfaisant en notre absence, a dit Charles, sa voix sonnant comme un verdict de tribunal. Oui, ai-je répondu. Satisfaisant ? Vivien a plissé les yeux, son ton doux comme du sirop. Curieux. Avant notre départ, Brooke a compté les médicaments de Sophie. Et pourtant, maintenant, plusieurs doses manquent. Je n'ai pas bronché. J'ai suivi vos instructions. Peut-être y a-t-il eu une erreur de comptage. Silence. Puis, des pas dans l'escalier. Toutes les têtes se sont tournées, et elle était là, Sophie, debout,
vêtue de son pyjama en coton doux, les bras détendus le long du corps, le menton juste assez relevé pour montrer qu'elle n'avait pas peur. Vivien a eu un hoquet. Brooke s'est figé. Andrew a juré à voix basse. Le verre de Charles s'est arrêté en l'air. « Bonjour, maman, » dit calmement Sophie. « Bonjour, mamie. »« Bonjour, papy. »« Je me sens beaucoup mieux maintenant. » La pièce se fissura comme de la glace sous un poids. Brooke a été la première à se jeter en avant. Elle a besoin de ses médicaments. Elle fait une sorte de crise. « Non, » a dit Sophie en reculant. « Je ne les prendrai plus. Je sais ce que vous faites. Je sais pour mon argent. » Tout le monde est resté immobile. Brooke s'est tournée vers Charles, cherchant des instructions. La main de Vivien a plané sur ses perles. Je me suis placé devant Sophie, stable mais ferme. Elle n'est pas malade. Elle n'a jamais été malade. Vous l'avez droguée pour la contrôler, et maintenant, elle a fini de faire semblant. Charles se leva lentement, sa présence remplissant la pièce. Vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez, dit-il à voix basse. Ceci est une affaire de famille, et vous l'avez grossièrement mal interprété. J'ai vu les documents, le fonds en fiducie, les rapports falsifiés, les actes de naissance, les enregistrements de surveillance. Et Sophie, elle se souvient de tout. Le sang-froid de Brooke a volé en éclats. Elle a attrapé son sac à main, en a sorti un flacon de pilule et l'a brandi vers nous. Prends-le, a-t-elle aboyé. Prends-le maintenant ou tu le regretteras. Sophie a crié lorsque Brooke lui a attrapé le poignet. Sans réfléchir, je me suis interposé entre elles, repoussant Brooke assez fort pour qu'elle trébuche contre la table basse. Ne la touchez pas. Charles s'est approché de moi comme un nuage d'orage. C'est une agression. Alors appelez la police, dis-je. Je vous en prie. J'ai levé mon téléphone. En fait, vous feriez mieux d'aller ouvrir la porte. La sonnette a retenti à ce moment-là, comme le destin qui attendait sur le porche. Tout le monde a regardé vers le couloir. Puis la porte s'est ouverte, et là se tenait Kelly Bishop, ma meilleure amie et une avocate spécialisée en droit de la famille. À côté d'elle se trouvaient 2 agents de police en uniforme et une femme tenant un presse-papier des services de protection de l'enfance. « Monsieur Whitmore, » a dit Kelly avec une autorité tranquille, « nous devons parler à votre petite fille. » Personne n'a bougé, car à ce moment-là, ils ont tous su que la maison n'était plus la leur, et que la vérité était venue pour de bon. Pendant un instant, personne n'a rien dit. Le silence qui suivit la voix de Kelly Bishop était plus assourdissant que n'importe quelle dispute, le genre de silence qui donne l'impression que les murs se rapprochent. Nous avons reçu des preuves crédibles de négligence médicale à long terme et d'abus financiers, a déclaré fermement l'agente des services de protection de l'enfance. Nous sommes ici pour interroger Sophie en privé. Charles s'avança, tenant toujours son bourbon comme un bouclier. Vous ne comprenez pas. Cette fille a de graves handicaps. Elle hallucine. Elle invente des histoires. Jessica a toujours eu des problèmes émotionnels, ajouta rapidement Vivien, sa voix tremblant pour la première fois. Elle est sous pression. Kelly a ouvert son dossier et a posé des copies de documents sur la table basse, un par un. Des dossiers médicaux datant d'avant le 3e anniversaire de Sophie. Des registres manuscrits, des vidéos, des enregistrements de surveillance, des relevés bancaires, des courriels et des témoignages. Celui de votre propre fille, si nécessaire. La voix de Brooke s'est brisée alors qu'elle s'accrochait au déni comme une enfant serrant une poupée. Non. Papa avait dit que ce n'était que pour un petit moment. On essayait juste de la protéger. Charles ne l'a pas regardée. Il a regardé Kelly. Dites votre prix. Tout le monde en a un. Un des agents s'est avancé. Monsieur Whitmore, je vous suggère d'arrêter de parler. Je me suis rapproché de Sophie, qui était restée silencieuse tout ce temps. Ses mains tremblaient, mais ses pieds restaient ancrés au sol. Daniel se tenait sur le côté, pâle, les yeux allant de sa famille à la femme qu'il avait épousée. Sophie, dit doucement l'agente des services sociaux, pouvons-nous parler un moment? Sophie leva les yeux vers moi. J'ai hoché la tête. Ce n'est rien. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. Elle a suivi la femme dans le petit salon. Alors que la porte se refermait derrière elle, Vivien s'est tournée vers Daniel, presque suppliante, dis-leur, Dany. Elle ment. Tu sais qu'elle ment. Il la fixa. Et puis, je ne sais plus rien, dit-il à voix basse.
Peut-être que je n'ai jamais rien su. Charles fit un pas vers lui.